Bien, bonsoir à tous. Bienvenue à cette première conférence organisée dans le cadre de l'exposition Chine Carnet de voyage qui est actuellement en place au Mondaneum. Alors, notre invité aujourd'hui et notre conférencier est Monsieur Bernard de Witt. Alors, Monsieur de Witt est avocat au barreau de Bruxelles depuis 1978. Il est le responsable du cabinet d'avocats de Witt Law Office, qui comprend 14 collaborateurs, avec des bureaux à Bruxelles et à Pékin. Il est spécialisé en droit commercial des sociétés et des assurances. Alors, depuis 1996, il est président de la Chambre de commerce belgo-chinoise. Donc, celle-ci comprend 600 membres, avec des sociétés belges qui commercent avec la Chine, mais aussi des sociétés chinoises établies en Belgique. Alors, il est également l'auteur de nombreux articles consacrés au droit chinois. Il est également invité régulièrement dans des colloques et des séminaires consacrés à la Chine. Et il est titulaire du Friendship Award 2017, décerné par le gouvernement de la République populaire de Chine. Et il faut savoir que cette récompense est donnée seulement à 50 personnalités étrangères. Donc chaque année, seulement 50 personnes reçoivent cette décoration. Donc voilà, je vais lui laisser la parole. Bonne conférence à tous. Merci beaucoup, chère madame. Bonsoir, mesdames, messieurs. C'est un plaisir et un honneur pour moi que d'être parmi vous. Je vous citerai, il faut toujours commencer par un proverbe chinois, en vous disant que ce proverbe dit « Si ce que vous avez à dire n'est pas plus beau que le ciel bleu, restez silencieux ». Donc, à vous de juger si ce sera intéressant ou si vous êtes beaucoup mieux dehors à regarder le reste du ciel bleu d'aujourd'hui. Je voulais aussi vous dire que méfiez-vous des gens qui vous diront « Je connais tout de la Chine. La Chine n'a plus de secret pour moi. » En général, ils n'y connaissent rien. Donc, mon approche sera très modeste. Ce sera de vous dire, voilà comment moi je perçois les choses. C'est peut-être tout à fait erroné, peut-être d'autres éminents spécialistes parmi vous diront, mais moi je vois la Chine tout autrement, et ils auront parfaitement raison. Donc, je dirais, vous aurez à me subir pendant 1 heure et quart, et puis vous aurez vos opinions à propos du pays. La Chine me fait penser à cette phrase du Premier ministre Zhou Enlai dans les années 60 en Chine, qui était interrogé par des journalistes français en lui disant « Qu'est-ce que vous pensez de la Révolution française ?» Révolution française qui avait près de 200 ans d'ancienneté lorsqu'on l'interrogeait. Et il disait « C'est un peu tôt pour me prononcer. » Voilà. Donc, je dirais ici, nous allons devoir aborder une série d'événements tout à fait contemporains. Il est peut-être bien trop tôt pour se prononcer, mais nous n'avons pas le choix. En principe, pour ma part, dans 50 ans, je ne serai plus là. Vous serez encore là parmi vous, les jeunes. Mais je dirais à vous alors de dire ce que, je dirais, vous en penserez et quelle aura été l'évolution, je dirais, des choses. Chine, perception souvent erronée. Regardez la presse, regardez les gens autour de vous qui peuvent être interrogés. Et on vous dira, ou bien la Chine, c'est ceux qui vont tuer nos emplois, c'est ceux qui vont vider nos usines, c'est ceux qui vont, être tellement concurrentiels que toutes nos entreprises seront par terre. Et puis vous en aurez d'autres qui vous diront, mais non, la Chine... il n'y a aucun problème, ils déversent l'argent à la tête des gens, ils reprennent des entreprises, qui sont en faillite virtuelle, il n'y a aucun problème. Eh bien, comme souvent, la vérité, je dirais, est plutôt au milieu des choses et nous le verrons un petit peu au cours de notre entretien, au cours de mon exposé. Alors, si vous le voulez, bien, je vais commencer par aborder la Chine sous, je dirais, l'angle de l'histoire récente. Parce que il faut toujours connaître un petit peu, je dirais, les choses, mais je ne vais pas remonter loin en arrière. D'autres conférenciers, sans doute, le feront. Et puis, nous n'avons qu'1 heure et quart, je vous rassure. Nous n'avons pas une dizaine, une centaine, un millier d'heures, et ça ne suffirait toujours pas. Je crois qu'il y a ici des étudiants en sinologie, et eux, ils passent déjà plusieurs années.
et ils n'auront peut-être pas encore fait tout le tour. Donc en 1 heure, nous ne pourrons voir que certaines choses. Le passé, quelques dates. 1911. 1911, c'est le dernier empereur Pouilly. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande, le film de Bertolucci qui était sorti dans les années 1980. Bertolucci, grand cinéaste italien à l'époque, qui avait tourné son film dans la cité interdite à Pékin. Dernier empereur Pouilly, c'est de la place à Sun Yat-sen. Fin de l'Empire chinois, qui remonte à, je dirais, des centaines d'années, voire 1 millier d'années. Dernier empereur, c'est de la place à Sun Yat-sen. Et Sun Yat-sen, 1911, proclame la première république de Chine. Très vite, le pouvoir se délite, le pouvoir passe au seigneur de la guerre et la Chine est pauvre, elle est morcelée, elle n'a plus d'influence en politique internationale. Les années 20, c'est la création du Parti communiste chinois. C'est la création de ce parti d'ailleurs à Shanghai. Shanghai, qui est la grande métropole qui, je dirais, a aussi les concessions étrangères, héritage, je dirais, des guerres au XIXe siècle. Le symbole dans ces concessions étrangères, le symbole, c'est cet écriteau à l'entrée d'un parc public dans la concession britannique de Shanghai, interdit aux chiens et aux Chinois. Bon. Ça laisse des traces encore actuellement. Ça peut expliquer encore certaines réactions, je dirais, de la part du gouvernement chinois, de la part de certains citoyens chinois. Relisez Lucien Bodard. Lucien Bodard, cet auteur français un peu oublié maintenant, qui était le fils d'un consul français et qui nous raconte les humiliations vécues par les gens du peuple, je dirais, à l'époque. Les années 20 passent les années 30. Les années 30, c'est les Japonais qui envahissent la Mandchourie. Je simplifie, bien sûr. Ils créent l'État du Manchukuo et commettent des massacres qui sont à ce point atroces que leur souvenir est toujours vivace aujourd'hui, les massacres de Nankin. Ça explique aussi des réactions, je dirais, en politique internationale entre la Chine et le Japon, à la lumière du passé. Bien qu'il soit actuellement toujours un des principaux partenaires commerciaux étrangers de la Chine populaire, les Japonais ne sont toujours guère appréciés en général dans le pays, en tout cas politiquement, et les relations politiques entre les deux États connaissent parfois des accès de fièvre. Récemment, ces dernières années, les accès de fièvre se sont focalisés sur la mer de Chine et, je dirais, la présence chinoise face au Japon, face au Vietnam, face aux Philippines. On pourra y revenir. Je continue à avancer en simplifiant toujours par décennies. Les années 40. Les années 40, c'est la guerre civile entre les communistes, avec à leur tête Mao Tse-tung, instituteur d'une province reculée, le Yunnan, et les nationalistes dirigés par le général Chiang Kai-shek. Et cette guerre civile s'intensifie. L'armée nationaliste finira par s'écrouler. L'armée nationaliste s'écroule, elle est minée par le népotisme et la corruption, les communistes l'emportent, Mao proclame la naissance de la République populaire de Chine, 1er octobre 1949. C'était il y a longtemps, c'était il y a des siècles, c'était encore une toute autre époque du pays qui a bien changé depuis. Je m'adapte sur parfois des anecdotes. La Chine des années 30-40, c'est aussi la Chine de la famille des Sung. La famille des Sung, 3 sœurs, les fameuses sœurs Sung, Sung Qingling, Sung Meiling, Sung Ailing. L'une épouse Sun Yat-sen, devient l'épouse de l'ancien président de la Première République de Chine, qui, en 1949, rejoindra le pouvoir communiste, qui deviendra la vice-présidente de la Chine populaire, tandis que sa sœur Sun Meiling, épouse Chiang Kai-shek,
et partira avec lui en 1949 à Formose, devenu Taïwan. Et je dirais, les deux sœurs n'ont plus eu officiellement de contact depuis. Et je pense que ce serait un travail très intéressant d'historien de voir s'il n'y a pas eu quand même entre les deux sœurs, à une époque de la guerre froide, à une époque des années 50, 60, où, je dirais, Taïwan et la Chine populaire n'avaient pas le moindre contact, s'il n'y avait pas eu quand même des contacts entre les deux sœurs, éventuellement par l'intermédiaire d'un ou l'autre membre de la famille. La Chine est un pays immense, le pouvoir communiste s'impose petit à petit jusque dans les campagnes les plus reculées. Les années 50, eh bien, comme dans souvent toute révolution, les plus ardents partisans se brûlent les ailes. Les campagnes de rectification politique vont se succéder. Il y a des épurations. Vous avez la campagne des 100 fleurs. Que 100 fleurs s'épanouissent, dit Mao. C'est-à-dire que l'on puisse exprimer son opinion, que l'on puisse critiquer la révolution. Et les intellectuels s'engagent, les intellectuels critiquent. Malheureusement, très vite, le régime reprend le dessus et très vite, les autorités, craignant une déstabilisation, vont, je dirais, emprisonner des centaines de milliers de personnes envoyées en camp de rééducation. Ce sera une première grande rupture entre le pouvoir et les intellectuels dans les années 50, suite à cette campagne des 100 fleurs qui a vu une série de gens s'engager dans des critiques de bonne foi et qui, je dirais, se sont vus très vite mis en prison ou en tout cas perdre leur emploi dans les grandes universités. Les intellectuels perdent la foi. Puis viennent les années 60. Première moitié des années 60, c'est la rivalité entre Mao et Liu Shaoqi. Liu Shaoqi qui était devenu président de la République. C'est le moment de l'amitié années 50, début 60 entre l'URSS, l'Union soviétique et la Chine. Liu Shaoqi suit un modèle plus proche de l'Union soviétique, mais rivalité politique avec Mao. Mao qui se sent tout doucement mis sur le côté, et Mao qui pourra profiter du mouvement de la révolution culturelle qui commence fin 1965 pour éclore en 1966 pour écarter Liu Shaoqi. Petite anecdote à ce niveau-là, Liu Shaoqi avait une épouse, une très jolie femme, Wang Wangmei, qui en 1963 avait représenté la Chine avec son mari à la grande conférence de Bandung en Indonésie, et on l'avait photographiée et filmée dansant avec une très belle robe traditionnelle chinoise et un collier de perles en la République populaire, je dirais, de l'époque. Ça avait fait le tour du monde, elle avait dansé avec le président indonésien et au moment de l'éclatement de la révolution culturelle, Liu Shaoqi est emprisonné, il mourra d'ailleurs peu après. Son épouse est emprisonnée et elle est traînée par les gardes rouges dans la rue avec sa robe qu'elle avait en 1963 et un collier de balles de ping-pong. On a dit que qui était là derrière, c'était la femme de Mao qui, je dirais, sans doute jalouse de cette personne, avait pris sa revanche. Femme de Mao qui jouera un rôle très important dans la révolution culturelle dans les fins des années 60 jusqu'en 1976, puisqu'on date la révolution culturelle de 10 ans, 1966-1976, même si la partie la plus intense de la révolution culturelle fut, je dirais, de 1966 à 1969. 1969, moment où le Premier ministre d'alors, Lin Piao, meurt, soi-disant, dans un accident d'avion, mais sans doute abattu chez lui. Et c'est tout doucement, je dirais, les réalistes reprennent, je dirais, le pouvoir, parce que la révolution culturelle, le slogan était intéressant. Le slogan était intéressant, c'était de dire, voilà, je dirais, il faut éviter le népotisme, il faut éviter que, je dirais,
finalement le peuple n'est plus son mot à dire, mais souvent ça déborde, ça dérape, et le pouvoir doit, je dirais, mettre un haut là, sinon c'est l'anarchie complète. Révolution culturelle qui a quand même causé la mort de millions de personnes, soit par des violences directes, soit par la désorganisation complète de l'économie, de l'agriculture, avec également l'envoi d'une série de citadins, notamment dans les campagnes, dans des camps de rééducation, dans des fermes. Un peu ce qu'ont fait les Khmers rouges en 1975 au Cambodge, en poussant cela à son paroxysme, mais l'idée était la même, elle venait, je dirais, de la révolution culturelle chinoise. C'est aussi, je dirais, les années 60, moment de l'affrontement avec l'Union soviétique. Les anciens amants ne s'entendent plus. Et c'est la bataille sur le fleuve Amour, quand même magnifique comme nom, qui fait la frontière entre ce qui était l'URSS, Russie et la Chine. Et on a été à 2 doigts d'un conflit atomique, parce que les 2 puissances, déjà la Chine à l'époque, avaient, je dirais, la bombe atomique à ce moment-là. Donc, ça veut dire aussi que la Chine va suivre sa propre voie. La Chine n'aura plus l'aide de l'Union soviétique. La Chine devra, comme disait Mao, compter sur ses propres forces. Et ça n'a pas été facile. C'est aussi la période, début des années 70, où Zhou Enlai revient, je dirais, au pouvoir. Zhou Enlai qui est, je dirais, l'intellectuel, le modéré du régime, qui est très respecté et qui va, je dirais, tenter de limiter au maximum les excès de la révolution culturelle. Révolution culturelle qui a connu aussi la fermeture de bon nombre d'universités, qui a vu la fin des études de droit, qui a vu emprisonner avocats, magistrats. C'était, entre guillemets, le règne du non-droit, où la morale révolutionnaire remplaçait la loi. Puis vient la mort du grand timonier. En 1976, Mao Tse-tung décède, Zhou Enlai également, et c'est un changement de politique. C'est un changement de politique. Une nouvelle équipe arrive au pouvoir avec force, puisque, je dirais, ce qu'on a appelé la bande des 4, qui étaient les principaux dirigeants autour de Mao, dont sa veuve, sont emprisonnés, et revient au pouvoir la petite bouteille, Deng Xiaoping, qui est, je dirais, un homme redoutablement intelligent, qui, je dirais, est un réaliste et qui dit son slogan, peu importe la couleur du chat, qu'il soit noir, qu'il soit brun, du moment qu'il attrape les souris, c'est efficace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je dirais, arrêtons les grands slogans révolutionnaires, soyons confrontés à la réalité et essayons, je dirais, de composer avec cela. Et la réalité, c'est quoi? C'est que nous avons une Chine qui est isolée, une Chine qui, je dirais, est très pauvre, qui ne demande qu'à s'ouvrir, qu'à avoir une économie un petit peu plus ouverte pour pouvoir permettre l'élévation du niveau de vie de la population. Et Deng Xiaoping, qui arrive aux commandes véritablement à partir de 1978, qui a, je dirais, qui a participé à la longue marche des révolutionnaires chinois, qui n'est donc pas, je dirais, un rallié de la dernière heure, Deng Xiaoping qui finalement va lancer le programme dit des 4 modernisations et mettra fin à l'autarcie, je dirais, de la Chine. Et à partir de 1979, le pays connaît une mutation économique extraordinaire. Et tout doucement, le pays s'oriente progressivement vers une économie beaucoup plus ouverte, vers une économie de marché. La Chine se développe, le rythme de croissance va en s'accélérant, la balance commerciale présente un solde excédentaire, les salaires augmentent à un rythme supérieur à l'inflation.
les entreprises voient leurs actions s'arracher. Inflation législative, c'est le retour, je dirais, des juristes. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement très bien, mais permettez de défendre ma profession. En tout cas, je dirais, les lois sont rétablies. Des centaines de lois et de règlements sont publiés chaque année à l'échelon central ou local, avec une mise en œuvre parfois chaotique, mais la règle de droit se forge petit à petit son chemin. La Chine s'ouvre progressivement. Le gouvernement crée des zones économiques spéciales, qui sont des zones où les investisseurs étrangers peuvent venir, peuvent, je dirais, bénéficier de tarifs de taxation avantageux, d'infrastructures, je dirais, adaptées. Et ce sont aussi des zones d'expérimentation. La Chine, je dirais, le gouvernement chinois a toujours travaillé de manière très pragmatique en s'ouvrant progressivement avec, je dirais, des périodes d'essai dans certains domaines. On le voit, je dirais, là avec les années 80 et les zones économiques spéciales. C'est surtout, je dirais, les villes côtières qui se développent. Tradition en Chine. Les villes côtières ont toujours été plus ouvertes sur l'étranger traditionnellement. C'est souvent le cas, je dirais, dans les pays, parce qu'on est ouvert sur la mer, ça veut dire des échanges, notamment. Et donc, je dirais, on part du sud de la Chine. On crée une ville, au départ de rien, qui s'appelle Shenzhen, petit port de pêche où il y a 3 pelés et 2 tondus, si je puis dire, quelques pêcheurs. Shenzhen qui est maintenant, je dirais, un petit peu à la tête, à la pointe en Chine de tout ce qui est la recherche dans les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, etc. Qui comprend maintenant des millions d'habitants venant de rien. Population d'ailleurs très jeune, parce que la plupart des gens que vous croisez à Shenzhen, ils ne sont pas nés à Shenzhen. Sauf les plus jeunes, mais bien souvent viennent d'autres régions de Chine. Les investisseurs étrangers commencent à s'intéresser au marché chinois. Ça vient petit à petit. Je me souviens, la première fois que je suis allé, je dirais, en Chine populaire, c'était en 1985, il y a bien longtemps. J'étais à Shanghai pour négocier pour une société, je dirais, un contrat, parce que cette société voulait construire un immeuble de bureaux pour entreprises étrangères. Il faisait noir, il n'y avait pratiquement aucun gratte-ciel, pas de, je dirais le soir à 6 heures du soir, je dirais on n'y voyait guère dans les rues. Le seul, je dirais, hôtel ouvert pour étrangers avait un vieux jazz band qui datait des années 30, dont les musiciens étaient restés, je dirais, toutes ces années. Et c'était tout. Ça, c'était Shanghai. Quand vous voyez maintenant Shanghai, je dirais, c'est très différent, évidemment. Et donc, je dirais, ces villes progressivement commencent à s'ouvrir et à attirer des investisseurs étrangers. Quand j'étais allé en 85, au bout d'une semaine de négociations, on a dû repartir parce que les autorités estimaient que c'était vraiment trop tôt pour construire un immeuble de bureaux à capitaux étrangers. Quand on voit maintenant, je dirais, tout ça paraît vraiment de l'archéologie et de l'histoire fort ancienne. Les années 80 aussi, c'est, si vous me permettez, d'évoquer quelques souvenirs. Un autre voyage où j'étais allé en 1987, c'était à l'invitation de la Cour suprême chinoise. J'étais allé avec un magistrat. Nous étions reçus par des magistrats chinois et nous avions passé 2 mois en Chine, dans plusieurs villes. Et dans une série de ces villes, c'était quasiment la première fois qu'ils voyaient des juristes étrangers. Et donc c'était d'ailleurs très intéressant parce que les gens faisaient preuve de beaucoup d'intérêt, de curiosité. Il fallait toujours y aller, je trouvais personnellement, avec une certaine modestie, parce que je dirais nous avons beaucoup à apprendre, je dirais, des personnes sur place, mais nous étions un petit peu comme, entre guillemets, ceux qui détenaient le savoir. Maintenant, je peux vous dire que c'est bien terminé. L'inverse est plutôt vrai.
C'était l'époque où on nous faisait visiter, je me souviens, la prison de Shanghai. La prison de Shanghai, elle avait été construite par les Britanniques dans les années 20. Et nous étions 2, nous arrivons avec nos 3 accompagnateurs, on visite la prison, voilà, et puis on nous dit, on vous attend dans la cour de la prison. Nous arrivons dans la cour de la prison et nous voyons 2 petits tabourets. Et on dit, voulez-vous vous asseoir? Nous nous asseyons, et puis nous voyons arriver un orchestre de prisonniers qui se mettent à jouer l'hymne à la joie de Beethoven. Bon, c'est un peu impressionnant. Et puis après, on nous demande, que souhaitez-vous dire à ces personnes? Et personnellement, comme avocat, tout ce que je pouvais leur dire, c'est « j'espère que très vite vous sortirez d'ici ». Je n'allais pas leur dire « vous êtes bien heureux là et restez-y bien longtemps ». C'est un petit peu difficile. Mais voilà, ça c'était, je dirais, cette Chine-là que l'on a connue, qui maintenant est aussi fort changée. Et puis, je dirais que nous continuons dans l'histoire. C'est, je dirais, dans les années 90, la mort de Deng Xiaoping, qui n'entraîne pas de révolution politique. Grand changement par rapport aux années précédentes, où les changements s'étaient faits parfois dans le sang, si ce n'est, et je ne le mets pas de côté, 1989, Tiananmen, massacre de Tiananmen par l'armée. Terrible pour les malheureux qui sont décédés à ce moment-là, entendons-nous bien, mais ça n'a pas, je dirais, changé le cours politique de la Chine, qui a continué à vouloir s'ouvrir. Voilà, il faut le voir comme cela, même si, je dirais, il y a eu des choses inadmissibles qui se sont produites. Mort de Deng Xiaoping, pas de révolution politique. Premier événement. Deuxième événement, le transfert de souveraineté de Hong Kong. Hong Kong, colonie britannique. Hong Kong, colonie britannique, qui revient sous souveraineté chinoise le 1er juillet 1997. C'était la suite des traités qui avaient été signés, je dirais, à l'époque par l'empereur de Chine et qui prévoyaient la rétrocession au bout d'une centaine d'années, je dirais, à la Chine. Les Britanniques ont tenu parole et alors on avait entendu à l'époque, je dirais peu, dans les 2 ans qui ont précédé, je me souviens, des gens qui vous disaient « Oh, c'est pas possible, Hong Kong va s'effondrer, Hong Kong va s'écrouler, l'armée chinoise sera là en force, et Hong Kong, je dirais, va connaître un exode de population, il va falloir comment est-ce qu'on va gérer tout cela. » Si vous voyez Hong Kong actuellement, je dirais, elle ne fait pas pitié. Hong Kong est plutôt prospère. Et ça a été toute l'intelligence de la Chine que de dire, voilà, nous allons, je dirais, garder Hong Kong, mais nous allons permettre un statut quelque peu différent, en ce sens que pendant 50 ans, pendant 49 ans, Hong Kong sera géré, je dirais, intérieurement de manière indépendante. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que la défense, les affaires étrangères, c'est Pékin. Mais la gestion, je dirais, de Hong Kong proprement dite, c'est, je dirais, un gouvernement local avec un parlement local. Je fais encore une parenthèse, il y a eu tout un débat, je dirais, récemment, en 2014, parce que, je dirais, le gouvernement de Pékin a voulu, je dirais, avoir un droit de veto sur les candidats se présentant au LegCo, qui est l'Assemblée, je dirais, de Hong Kong. Les étudiants hongkongais sont descendus massivement dans la rue. Il y a eu, je dirais, quelques échauffourées, ce qui était rare à Hong Kong. Finalement, je dirais, le gouvernement de Pékin a fait passer en force, je dirais, une législation qui fait que, je dirais, il y a quand même un droit de regard de Pékin maintenant sur les élections, je dirais, locales. Ceci dit, et je fais aussi une parenthèse ici, et là je vous livre mon opinion personnelle que vous n'êtes certainement pas obligé de suivre, mais ça montre la subtilité de la Chine. Vous n'avez pas,
pas vu l'armée chinoise, vous n'avez pas vu, je dirais, de policiers de Chine populaire. Les policiers qui étaient là, c'était les policiers de Hong Kong. Mais qu'est-ce que vous voyez progressivement? Que la place financière de Hong Kong est en train de changer et que Shanghai est poussé en avant par les autorités, je dirais, chinoises. C'est un petit peu, je dirais, la revanche qui, en Chine particulièrement, est un plat qui se mange froid. On a le temps. On a une ligne de temps qui n'est pas la même que chez nous. Nous, on a souvent, on dit, je dirais, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Oh là là, c'est beaucoup trop loin. Voyons immédiatement ce qui se passe ici. En Chine, et on va le revoir, il y a des plans 2025, il y a, je dirais, des plans à longue échéance, il y a toujours aussi le plan quinquennal. C'est vous dire, donc, je dirais que les choses bougent avec lenteur, mais dans une direction particulière. Autre événement dans les années 90, la crise asiatique partie de Thaïlande en juillet 1997, qui n'a pas entraîné de révolution sociale, n'a pas entraîné de dévaluation, je dirais, de la monnaie locale, et qui a permis au contraire à la Chine de jouer un rôle stabilisateur dans la région. Première fois finalement que la Chine, je dirais, intervient vraiment hors de ses frontières dans un rôle, entre guillemets, pacificateur sur le plan économique. Intéressant à noter. Ensuite, je dirais, ce sont des gouvernements qui viennent progressivement. C'est un événement très important, 2001, parce qu'on en parle encore maintenant, c'est l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce. Très important pour l'économie chinoise. Alors, si vous lisez la presse des années qui ont précédé 2001, vous verrez que, je dirais, les Occidentaux se plaignaient en disant « mais enfin, c'est quand même scandaleux, je dirais la Chine doit être plus ouverte à nos produits, on doit pouvoir, je dirais, commercer plus facilement avec la Chine, ils ont des taxes beaucoup trop élevées et trop protectionnistes, tout ça doit disparaître et de fortes pressions se faisaient sur la Chine. » Et puis, pour accéder à l'OMC, ça a été dur. Le gouvernement a pris des mesures impopulaires parce que, je dirais, ouvrir le marché chinois davantage, ça voulait dire aussi qu'une série d'entreprises n'étaient plus du tout rentables par rapport, parce qu'elles faisaient des produits out of date, comme on dirait en anglais, chers par rapport à des produits occidentaux de meilleure qualité et parfois moins chers. Hein. Donc, je dirais, ça a été des décisions pas faciles à prendre. Et l'économie chinoise s'est adaptée. On a supprimé quand même toute une série de taxes, parce qu'il y en a encore, et vous l'entendez, je dirais maintenant, je dirais dans certaines critiques, mais à l'époque, il y en avait beaucoup plus, et on les a supprimées. Et puis, la Chine, je dirais, s'ouvre, la Chine adhère à l'OMC, et qu'est-ce qu'on voit quelques années plus tard? C'est que la Chine jouant le jeu, la Chine commence à exporter de plus en plus, profitant aussi des accords OMC. Voilà. Ça, je dirais, ça avait été mal anticipé du côté des Occidentaux, qui après se sont dit, mais c'est scandaleux, je dirais, ce qui se passe avec la Chine. Mais je suis désolé, voyons un petit peu dans une perspective plus historique. Ensuite, la Chine adhère à l'OMC, et je dirais c'est un des sources de contentieux avec les Américains actuellement et d'une certaine façon aussi avec les Européens, et on y reviendra. Les réformes, je dirais, que la Chine entame, c'est les réformes des entreprises publiques, parce que beaucoup de ces entreprises sont déficitaires, beaucoup de ces entreprises, je dirais, reçoivent des prêts des banques d'État, mais ne savent pas les rembourser. Ça menace aussi le système bancaire, et ça, je dirais, empêche le pays de consacrer des ressources plus importantes au développement, je dirais, et donc il y a des réformes qui sont entreprises. Je vous dirais que ces réformes ne sont pas faciles non plus. Je vous livre un exemple que j'ai vécu. J'ai un jour été avec un client belge qui
produisaient des machines utilisées par les brasseries. Et ils avaient créé une joint venture, c'est-à-dire une entreprise à capitaux mixtes belgo-chinoise, dans une petite ville d'une province du nord de la Chine. Et cette entreprise était adossée à une très grosse brasserie. Alors, l'entreprise à capitaux mixtes avait, je crois, 200 personnes sur le payroll de l'entreprise. La brasserie elle-même en avait 5-6 000. Et nous sommes allés là pour négocier, non pas de pouvoir engager des gens en les payant 3 fois moins, mais en les payant 4 fois plus parce que l'entreprise à capitaux mixtes voulait les meilleurs. Mais ça posait un gros problème social pour les autorités locales, parce que dès l'instant où on crée, je dirais, l'entreprise à capitaux mixtes avec des gens payés 4 fois plus, qui étaient d'anciens collègues qui travaillaient juste à côté, vous aviez un mouvement social faramineux dans la brasserie d'à côté, en disant pourquoi pas nous. Et donc les autorités locales qui n'avaient pas les moyens, l'entreprise n'avait pas les moyens de payer, je dirais, le même prix que ce que voulait offrir, je dirais, l'entreprise à capitaux mixtes. Il y a eu toute une négociation pour finalement arriver à un moyen terme, je dirais, pour pouvoir quand même engager des gens avec, je dirais, un bonus pour pouvoir, je dirais, choisir des gens, je dirais, qui travaillaient peut-être plus efficacement. Voilà. Mais donc, c'est vous dire que quand nous disons à la Chine faites ceci, faites cela, oui, mais mettez-vous aussi à la place des responsables locaux qui sont confrontés, je dirais, à des décisions pas faciles à prendre, avec des répercussions, je dirais, sociales ou autres notamment. Les années 80, ce sont des années où on doit réformer le système bancaire et financier. Ce sont, je dirais, des réformes importantes qui sont entreprises. C'est le règne, je dirais, aussi du président de l'époque et de son premier ministre Zhu Rongji. Je me souviens d'une mission, ça c'était dans les années 90, Zhu Rongji était Premier ministre, et vous savez, tous les 4 ans, il y a une mission économique belge qui se rend en Chine. Et nous étions, je dirais, une centaine de personnes. Le prince Philippe, à l'époque, je dirais, était à la tête de la mission, et nous avions été reçus par le Premier ministre. Nous étions 5, le prince et 4 personnes. Eh bien, on nous a fait attendre pendant 10 minutes dans le couloir, tout prince qu'il était. Et c'est très intéressant parce que lorsque vous lisez les récits des envoyés occidentaux qui allaient visiter, je dirais, la Chine et qui demandaient à être reçus par l'empereur, les ambassadeurs occidentaux, on les faisait patienter des mois parfois avant que l'empereur daigne les recevoir parce que nous étions dans l'Empire du Milieu, qui, je dirais, l'empereur fils du ciel devait faire savoir, je dirais, à ces étrangers que, je dirais, il fallait le mériter. Et ici, je pense que symboliquement, ça ne nous a pas été dit, mais je retrouvais là ce symbole, finalement, d'une attente, pas longue, bien sûr, mais assez symbolique. Les années, je dirais, 90, c'est aussi la réforme du logement. La réforme du logement, puisque le gouvernement a annoncé progressivement qu'on mettait fin aux subsides des logements. Je dirais, dans les années 50, 60, 70, je dirais, c'était le système où les gens avaient un logement lié à leur unité. Vous étiez, je dirais, ouvrier dans l'usine numéro 5 de Pékin, eh bien, vous aviez un logement automatiquement pour vous et votre famille, je dirais, qui dépendait de l'usine. Tout ça change. Alors, bon, c'est très gentil, mais le logement ne coûtait rien. Tout d'un coup, le logement commence à coûter. Tout d'un coup, il y a des propriétaires privés qui réclament leur loyer. Alors, le gouvernement a dû subsidier pendant, je dirais, tout un temps. Mais, je dirais, ça a été une
entreprise qui n'a pas été facile. Ça a cependant, je dirais, permis un certain dynamisme économique et je dirais, on a vu aussi, tout doucement, qu'il était mis fin à l'emploi à vie. Vous aviez, je dirais, l'ancien système soviétique où vous aviez, je dirais, vous rentriez dans telle entreprise, vous faisiez toute votre carrière dans telle entreprise jusqu'à l'âge de la retraite. Bon, point. Ça avait cet avantage d'une sécurité d'emploi, mais ça n'était guère dynamique au niveau, je dirais, de l'économie. Et ça ne correspondait plus à l'environnement international non plus. Le problème, c'est que, comme toujours, je dirais, la Chine, c'est énorme. Et si on peut résumer, je dirais, les problèmes, c'est 1,3 milliard d'habitants. Bon, vous ne gérez pas la Chine comme le Luxembourg, je suis désolé, même si le Luxembourg est très bien géré, mais c'est peut-être plus facile de gérer le Luxembourg. Je ne dis pas la Belgique, ça c'est très compliqué, ça c'est plus compliqué que la Chine. Mais ce n'est pas évident, c'est pas évident. Et donc, les challenges, je dirais, pour la Chine. Et puis je reviendrai à la suite, je dirais, de mon exposé. C'est l'unité du pays, d'abord. Donc, je dirais, il y a des particularismes. Il y a le Tibet, il y a le Xinjiang, avec, je dirais, ce qui était une majorité ouïghour qui devient une minorité suite à l'immigration Han. Vous n'aurez jamais, me semble-t-il, dans mon interprétation, un Tibet indépendant ou un Xinjiang indépendant. Le gouvernement central ne le permettra jamais. Et en cela, le gouvernement central est le digne héritier des empereurs dont le mandat était de garder l'unité du pays. Si, je dirais, l'empereur ne permettait pas au pays de se maintenir, si l'une ou l'autre région faisait sécession, l'empereur perdait immédiatement son mandat. On retrouve cela, je dirais, dans la Chine actuelle. Et ça veut dire, je dirais, main de fer s'il le faut. On le voit actuellement avec le Xinjiang où les rapports de presse font quand même état de nombreux Ouïghours placés en camp de rééducation. C'est aussi la crainte, je dirais, d'un soulèvement ou d'actes terroristes. Il y a eu un attentat qui avait été commis à Urumqi, il y a eu un attentat dans une autre province vers 2014-2015. J'ai eu l'occasion d'aller à Urumqi, je dirais une semaine après l'attentat de 2015. Je peux vous dire que l'ambiance était quand même très tendue, avec des petites anecdotes qui montrent aussi un peu l'état d'esprit. J'ai interrogé le chauffeur de taxi et il me disait, voilà, moi je suis Han et je ne prends que des Han. Et mon collègue qui est ouïghour ne prendra que des ouïghours. Mais pas question de prendre l'un ou l'autre. Donc c'est vous dire qu'il y a des tensions, même si Urumqi est une ville à grande majorité Han actuellement, que les minorités ouïghours se trouvent plus à Kashgar et le long des frontières avec des pays d'Asie centrale. Disparité province côtière et de l'intérieur, ça tend tout doucement à s'estomper, mais il y a encore une grande différence entre le niveau de vie de Shanghai, de Pékin, de Canton, de Shenzhen et le Qinghai, qui est, je dirais, une province à côté du Tibet, et d'autres provinces. C'est un petit peu comme si vous aviez la différence entre, je dirais, Paris et, je dirais, un pays très pauvre de ce qu'on appelle le tiers-monde encore actuellement. Hein, je dirais entre Paris et Madagascar, par exemple. Vous avez ça à l'intérieur d'un même pays. Donc, ne pensons pas non plus à la Chine toujours uniquement en termes, je dirais, de grandes villes hyper développées. Il y a encore des régions très peu développées. C'est aussi un des challenges du gouvernement. Il y a l'armée. L'armée, intéressant à voir,
l'armée, dans la conception de la Chine populaire du début, c'est l'armée des soldats aux pieds nus. C'est une armée très nombreuse, peu équipée, qui va connaître, je dirais, sa grande défaite en 1979. C'est le conflit entre la Chine et le Vietnam. La Chine veut donner une leçon au Vietnam. Nous sommes en février 1979. Les tensions aussi entre anciens alliés, puisque la Chine a soutenu le Vietnam pendant la guerre du Vietnam. La Chine veut donner une leçon et elle reçoit une gifle de la part de l'armée vietnamienne qui, je dirais, sort de 15 ans de guerre, qui, je dirais, n'est pas nécessairement beaucoup mieux équipée, mais sont des meilleurs combattants. Et ça fait prendre conscience au gouvernement qu'il faut moderniser l'armée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je dirais, licencier, entre guillemets, une série de soldats qui rentrent dans leur foyer, d'en avoir moins, mais mieux équipés. Ça veut dire plus de crédit à la modernisation de l'armée. Et là, c'est les années 80-90, avec les dérapages, où l'on voit qu'une série de généraux sont plus actifs dans le business que, je dirais, sur le champ de bataille, si je puis dire. Et donc, je dirais un pays qui m'est cher, qui est la Thaïlande, parce que, je dirais, mes fils ont la double nationalité, et donc je ne dis pas ça avec condescendance, mais on dit toujours que en Thaïlande, on n'a pas peur de l'armée parce qu'ils sont trop occupés à faire du business. Bon. La Chine avait connu un petit peu ça. Vous aviez comme quantité, vous alliez à Pékin, quantité d'hôtels appartenaient à l'armée, et parfois des hauts dirigeants de l'armée confondaient patrimoine de l'armée et patrimoine personnel. On va y revenir parce que, je dirais, dans des événements récents, on le revoit. Et donc, l'armée doit s'équiper et on voit je dirais, elle a été reprise en main dans les années 90, fin des années 90, début des années 2000, pour se concentrer plus sur le business, mais je dirais sur ses activités pour lesquelles elle est destinée, avec donc un financement plus grand de la part du gouvernement central. Et la Chine, dont le niveau de vie augmente, dont, je dirais, la classe moyenne augmente, la Chine va consacrer aussi davantage de budget à l'armée. Alors, si vous voyez, je dirais, certains commentaires de dirigeants américains actuellement, on vous dit « Ouh là là là, la Chine est hyper dangereuse ». Vous direz que le niveau de l'armée chinoise est loin, loin, loin derrière celui de l'armée des États-Unis. La Chine a 2 porte-avions. On aura peut-être un 3e d'ici plusieurs années. Les États-Unis en ont, sauf erreur, 7 et ils vont en construire encore 4. Bon, on est donc dans un autre niveau. La seule chose, c'est que la Chine maintenant a des velléités, je dirais, en quelque sorte, avoir son précaré qui est, je dirais, les pays environnants et la mer de Chine. Voilà. D'où les tensions avec les pays limitrophes, Vietnam, Philippines, Japon. La Chine, d'autre part, a créé une base à Djibouti. C'est pourquoi? Parce que là aussi, la Chine, tout doucement, je dirais, investit en Afrique. Et je vous en dis quelques mots rapides. L'Afrique, c'est critiqué aussi. On vous dit, oh, la Chine profite, je dirais, des matières premières africaines qu'elle prend à bon compte tout en livrant de la camelote. Un peu simple. Un peu simple. Grâce à la Chine, quand même, des infrastructures se créent en Afrique qui sont quand même non négligeables. Et je dirais, qui sommes-nous, nous, occidentaux, qui avons quand même, je dirais, bien profité de l'Afrique pour maintenant critiquer la Chine qui, je vous le dis, me semble-t-il, n'est pas dans une optique véritablement néocoloniale. Il y a quand même, je dirais, des investissements, notamment en matière d'infrastructures, qui sont intéressants. Et j'avais relevé, par exemple, je dirais, parce qu'on a critiqué la Chine en disant, mais
finalement, avec vos prêts, vous augmentez la dette de ces pays africains. Et Kagame, le dirigeant rwandais, a dit ceux qui critiquent la Chine sur la dette, c'est eux qui donnent trop peu. La Chine, maintenant, a plus de 10 000 entreprises chinoises qui sont actives en Afrique, des échanges qui augmentent de 20% chaque année. Mais la Chine, je dirais, qui a investi un petit peu les yeux fermés, devient plus regardante aussi, parce qu'il y a eu, je dirais, des débordements, quantité d'investissements, je dirais, se sont faits à fonds perdus. Et vous voyez quand même actuellement que, par exemple, en Égypte, eh bien, il y a 1 milliard de dollars qui ont été investis, dont 830 millions destinés à la création d'une zone industrielle. C'est important. Alors on vous dira, certains vous diront, en simplifiant un peu, voilà, ils vont profiter d'une main-d'œuvre encore à meilleur marché. Ouais, n'empêche que ces pays sont très contents de pouvoir, je dirais, quand même avoir une activité industrielle et pour ça, d'avoir un coup de pouce. Ça, c'est une première chose. Nigeria, 328 millions de dollars pour la réalisation d'infrastructures de télécommunications. C'est quand même important pour le développement d'un pays. Alors on vous dit, oui, mais ce sont surtout des entreprises chinoises qui, je dirais, bénéficient des crédits pour cela. Ben oui, mais je dirais le Nigeria n'a pas d'entreprise en matière de télécommunications pour faire le boulot. Donc il faut bien qu'il y ait une entreprise qui le fasse. Je m'excuse, mais quand les Français vont en Afrique, que Total va en Afrique, c'est Total. Hein, ce n'est pas, je dirais, une entreprise locale. Donc ici, oui, ce sont des entreprises chinoises, mais qui permettent quand même un développement du pays. Au Gabon, 208 millions de dollars pour la construction d'une centrale hydroélectrique, etc., etc. Donc, je dirais, évitons de trop simplifier, me semble-t-il, à ce niveau-là. Intéressant aussi de voir que vous avez le plan quinquennal. Les choses sont annoncées. Regardez le 13e plan quinquennal chinois, 2015-2020. L'objectif, doubler le revenu par habitant. Plus grande urbanisation. Pourquoi une plus grande urbanisation? Parce que les plus pauvres en Chine se retrouvent dans les campagnes. Voilà. Alors, c'était Alphonse Allais qui disait il faudrait mettre, je dirais, les villes à la campagne et tout serait simple. Ce n'est pas aussi simple que ça. Mais, je dirais, on crée de nouvelles villes satellites pour permettre, je dirais, un développement et une réduction de la pauvreté. Intéressant aussi à noter que, je dirais, la classe moyenne est passée de quasi inexistante à plus de 400 millions d'habitants. 400 millions d'habitants, c'est l'Europe. Hein. Voilà. Alors, ce n'est pas la majorité encore de la Chine, hein, 1,3 milliard. D'accord. Mais on vient, il y a quelques années, de quasi zéro. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut voir aussi dans une ligne du temps. Et l'objectif, c'est, je dirais, en 2025, d'être à 700-800 millions de classe moyenne. Voilà. Bon, vous n'aurez pas, je dirais, 1,3 milliard de classe moyenne, hein, mais je dirais d'augmenter sensiblement. Il y a d'autres challenges. Le vieillissement de la population. La Chine a connu des périodes de démographie galopante, où on ne savait pas nourrir les enfants. Souvenez-vous quand même des campagnes dans les années 20 et 30. Ah, les pauvres petits Chinois qui n'ont pas à manger, et on demandait aux écoliers de garder une tartine pour je dirais, le petit écolier chinois. Hein, bon, ça c'est fini. Hein. On n'a plus les famines. Il y a encore de la pauvreté, parfois de la grande pauvreté, mais vous n'avez plus des famines comme il y a eu, je dirais, dans le temps. La croissance. Alors la Chine a connu une forte croissance. On était à 12-13% de croissance. Années 80, 90, années 2000, maintenant ça se tasse. Alors on vous dit, ah voilà, la Chine est foutue, c'est fini. Non, non, mais une croissance à 12%, vous ne savez pas la tenir pendant 100 ans. Ce n'est pas possible. Donc, je dirais, on atterrit doucement. On est quand même encore, alors on dit, oh, on n'est plus qu'à 6,5%. Oui, ben, on en est loin, nous. Hein. Donc, voilà. Alors, on n'est pas dans la même situation, mais je dirais, il y a encore une croissance importante. Il y a eu des impacts de cette croissance sur l'environnement. Oui, c'est vrai. Et je me souviens, dans les années 80, quand on rencontrait des responsables chinois, ils vous disaient, écoutez, l'environnement, ça passe après. On doit d'abord, je dirais, nourrir la population et donc faire tourner des usines hyper polluantes. Bon, ça, c'est fini.
intéressant de voir, lors de la conférence de Paris, il y a quelques années maintenant, sur l'environnement, la Chine a une position en pointe, en disant « nous devons, je dirais, faire des efforts ». C'est nouveau. Et elle va beaucoup plus loin que les Américains qui, je dirais, avec le gouvernement actuel, font marche arrière. Hein. Bon. Donc, alors, ça ne se fait pas en un jour. Et vous aurez encore toute une série d'endroits où vous pourrez dire, regardez, il y a une centrale charbon qui pollue un maximum. C'est vrai. Mais regardez, voilà, Pékin, par exemple, qui était, je dirais, qui suffoquait sous, je dirais, une pollution parce que vous aviez toute une série de grosses usines polluantes autour de Pékin. Ces usines ont petit à petit été fermées. 32% de moins de pollution à Pékin, je dirais, cette année par rapport à il y a 3 ans. Bon, c'est quand même, je dirais, révélateur. Alors, ce n'est pas encore parfait, etc. Mais il y a des efforts, il y a une prise de conscience qui se fait. En Chine, la décision vient aussi souvent du centre. Et donc, le centre a décidé. Après, il faut que, je dirais, les provinces jouent. Autre challenge, la corruption. La corruption, parce que, je dirais, un bête exemple. Vous recevez une délégation chinoise, elle arrivera toujours avec un petit cadeau. Parce que, je dirais, ça fait partie de la culture. Et vous avez intérêt à avoir un petit cadeau, je dirais, à offrir. Bon, on ne vous demande pas d'offrir un diamant, vous offrez un petit livre ou quelque chose, ou un objet. Voilà, c'est l'échange. Et donc, quand c'est poussé trop loin, ça déborde. Et là, on parle alors de corruption. Et il y a eu de gros cas de corruption. Il y en a encore. Mais ça a été le challenge de l'actuelle direction chinoise, en poste depuis 5 ans, avec Xi Jinping et son Premier ministre, de lancer une campagne anticorruption. Alors on a dit, ah oui, mais ça c'est pour éliminer, je dirais, des adversaires politiques. Peut-être certains, mais ça va beaucoup plus loin. Vous avez quand même, je dirais, une centaine de milliers, je dirais, de cadres qui ont été emprisonnés pour des faits avérés de corruption. Vous en avez toute une série d'autres qui ont perdu leur job. C'est beaucoup, quand même. Vous voyez actuellement, d'ailleurs, quand vous êtes reçu, je dirais, au plus haut niveau en Chine, c'est fini. Les banquets avec 15-20 plats, voilà. Dans les provinces, ça peut encore, à certains endroits, oui. Hein. Mais enfin, il y a là aussi une prise de conscience. Pourquoi ? Pas juste, je dirais, pour vos beaux yeux, mais simplement aussi parce que le pouvoir sent sinon qu'il va perdre le soutien de la population. Parce que la population ne supporte pas ces cadres moyens ou hauts cadres du parti qui se pavanent dans, je dirais, de grosses voitures, dont les enfants, je dirais, étudient dans les meilleures universités très chères aux États-Unis, etc. Hein. Donc, je dirais, il y a là aussi des prises de conscience. La Chine se modernise. La Chine est confrontée aux mêmes problèmes auxquels nous sommes confrontés et doit donc trouver aussi, je dirais, ses moyens. Alors, il y a l'exemple. On l'a vu maintenant récemment, une actrice chinoise qui faisait des publicités pour L'Oréal, notamment Fan Bingbing, qui est très connue en Chine, a, entre guillemets, disparu à un moment donné. Bon, ça veut dire quoi ? Non pas que, je dirais, on l'a mise dans un cachot entouré de rats, mais, je dirais, elle a été interrogée. Bon, alors, ça, c'est aussi l'ambiguïté en Chine, interrogée par, je dirais, la commission anticorruption du parti. Alors que chez nous, ce serait le parquet. Il y a aussi le parquet. Mais elle a disparu. Pourquoi ? Parce qu'on lui a reproché d'une fraude fiscale phénoménale. Bon, parce qu'elle a touché de gros émoluments qu'elle n'a pas déclarés. Bon, elle est peut-être venue en Belgique pour s'inspirer, mais ça, c'est autre chose. Et donc, elle a et maintenant, ben voilà, elle a accepté de payer une amende colossale, et maintenant on la revoit. Bon, hein, donc je dirais, voilà. Autre cas, le président d'Interpol, c'est pas rien, qui a disparu. Voilà. Ancien militaire, ancien responsable de la sécurité, qui était, je dirais, lié à l'ancien ministre de la Sécurité, M. Zhou, qui a lui-même, je dirais, été condamné. Mais je dirais, ce n'est pas l'intérêt de la Chine au départ, parce que
je dirais, il est président d'Interpol. C'est la première fois que la Chine avait la présidence d'Interpol. On aurait pu attendre que la présidence soit terminée pour faire ça discrètement. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'on veut aussi faire des exemples. On veut montrer que nul n'est à l'abri. Et donc, vous avez, je dirais, ces cas de mise à l'écart. Et je dis, à un moment donné, il réapparaîtra. Alors, les juristiques, oui. Parce que dans l'état de droit, vous devez d'abord avoir un procès. Il aura peut-être son procès s'il fait l'objet d'une condamnation. À voir un petit peu comment les choses évolueront. Il ne restera pas président d'Interpol parce que, je dirais, il ne quittera plus la Chine. Hein. Il y a aussi comme ça pas mal de purges dans l'armée, avec l'ancien chef d'état-major quand même, qui a été, je dirais, écarté. Bon. Maintenant, tout le monde n'a pas été écarté. Certains vous diront que l'entourage de tel ou tel haut dirigeant reste en place, oui. On est d'accord. Mais il y a quand même, c'est plus que juste une petite purge politique. Ça va beaucoup plus loin à ce niveau-là. Encore quelques mots sur, je dirais, le conflit commercial avec, je dirais, les États-Unis. Hein. Conflit commercial avec les États-Unis parce qu'on en parle beaucoup actuellement. Alors, les États-Unis, en fait, disent, voilà, la Chine ne joue pas le jeu à l'Organisation mondiale du commerce. Je dirais... on reproche à la Chine d'imposer des transferts de technologies aux entreprises étrangères pour continuer à avoir accès au marché chinois. On reproche un manque de réciprocité en matière d'investissement. Et on reproche le plan dit Made in China 2025 qui vise à faire de la Chine le leader mondial dans 10 technologies clés, dont l'intelligence artificielle, etc. Ça, on menace le monopole des Occidentaux. Alors, effectivement, et lorsque vous lisez, la Chambre de commerce européenne à Pékin publie chaque année ce qu'on appelle un position paper qui, je dirais, donne un petit peu, je dirais, l'appréciation que les entreprises étrangères travaillant en Chine ont et qui se montrent souvent assez critiques. Et les critiques actuelles rejoignent les critiques du gouvernement américain, sauf que, je dirais, le gouvernement américain a utilisé la manière forte d'un promoteur immobilier de Manhattan, qui n'est peut-être pas toujours la meilleure manière pour, je dirais, traiter avec la Chine. Et donc, les Européens formulent aussi des critiques, et je pense que les Chinois sont ouverts à la discussion, sauf que si, je dirais, vous les acculez, puisque les Américains maintenant, je dirais, ont décidé d'imposer d'abord, je dirais, une taxe de 10%, je dirais maintenant, d'abord sur 50 milliards de dollars d'importation qui provenaient de Chine, puis à partir du 24 septembre sur 200 milliards de dollars d'importation, et le taux de 10% passera le 1er janvier 2019 à 25%. Hein. Donc, je dirais, c'est énorme. Alors, tout le problème ici, c'est je dirais, est-ce que Trump utilisera sa manière forte pour faire un deal juste après ça, avec le risque d'un dérapage, et que là, ça posera des problèmes. Parce qu'en plus, vous me permettrez de dire que, je dirais, je vois ça avec des clients chinois. J'ai des clients chinois qui produisent, il y en a un qui a 4 usines. Il a 4 usines qui produisent des valises, etc., pour les grandes marques. Il ne peut plus, je dirais, exporter aux États-Unis parce qu'avec les droits de douane, c'est trop cher. Qu'est-ce qu'il fait? Sur les 4 usines en Chine, il en a fermé une qu'il a rouverte au Cambodge. Et là, entre le Cambodge et les États-Unis, il y a un accord qui permet de rentrer sans taxe. Voilà, tout bénef. Et au Cambodge, il est accueilli avec un tapis rouge, hein, parce que ça permet d'employer, je dirais, les gens sur place. Lui paye moins cher son ouvrier cambodgien que son ouvrier chinois. Voilà. Et donc, vous voyez se déplacer actuellement, mais ça correspond à l'évolution aussi de l'économie chinoise, qui est une économie qui devient de plus en plus sophistiquée, où le textile, par exemple, n'est plus fait en Chine maintenant. C'est le Bangladesh, c'est le Vietnam, peut-être des propriétaires chinois, mais plus, je dirais, en Chine, ou beaucoup moins. Hein. Et l'objectif du gouvernement, c'est je dirais, de rehausser le niveau. Donc, à la limite, l'attitude américaine risque de précipiter un petit peu les choses et donc, ça risque d'avoir un effet boomerang parce que la Chine va aussi,
je dirais, appliquer ces taux aux produits américains, d'où l'intérêt de l'Europe qui se trouve un petit peu au milieu. Et là, l'Europe, je m'arrêterai parce que sinon je vous embête, mais l'Europe, alors si vous regardez l'Économiste de ce week-end, l'Économiste avait tout un article hyper critique en disant, voilà, les Chinois maintenant investissent les pays d'Europe centrale qui sont très heureux de les accueillir, qui n'ont plus de recul critique. Et donc, l'Europe, je dirais, devrait avoir une position beaucoup plus dure. Je pense qu'il faut être aussi beaucoup plus nuancé et prudent. Parce qu'on vient vous dire, ah, mais les Chinois, grand danger, les Chinois vont vous prendre, je dirais, toutes vos entreprises. Et on cite, par exemple, en France, il y avait eu tout un tollé pour l'aéroport de Toulouse. L'aéroport de Toulouse, où des capitaux chinois s'investissaient. Moi, personnellement, je n'ai pas vu l'aéroport de Toulouse partir en Chine. Hein. Bon, donc, voilà. On l'a vu en Belgique avec l'affaire Eandis en Flandre. Eandis est un producteur d'électricité assez important. Et, je dirais, un accord avait été signé avec une entreprise chinoise pour, je dirais, prendre une part importante dans Eandis. Et puis, tout d'un coup, je dirais, les autorités politiques en Flandre, je dirais, se sont braquées. D'abord, il ne fallait pas le faire après avoir signé. Quel mauvais signe on donne, ou par ailleurs, on envoie des missions économiques en Chine en disant « Venez investir chez nous », et puis quoi, hein? Faut être logique, il faut être réaliste. Par ailleurs, vous avez à Louvain-la-Neuve, je dirais, une entreprise chinoise qui construit, je dirais, un centre d'incubateur pour accueillir des sociétés chinoises. Là, je parle en mon seul nom et je n'engage personne. Je pense que, je dirais, il faut, parce qu'il y a 3 ans, quand on a annoncé le projet, tout de suite, des habitants de Louvain-la-Neuve étaient paniqués en disant « Mais on va voir défiler 5000 Chinois qui vont arriver chez nous. » Bon, je crois qu'il y a 2 entreprises chinoises qui y sont. Hein. Donc, calmos, je dirais, je pense que ce centre va marcher, mais avec des entreprises de toute l'Europe et du Brabant wallon qui est assez prospère. Voilà. Bon. Et entre-temps, ça aura permis aux propriétaires chinois d'avoir, je dirais, tous les soutiens locaux qu'il fallait. Bien. Hein? Mais voilà, donc il faut être réaliste. Ne pas non plus, je dirais, fantasmer sur le péril jaune. Ça revient, je dirais, on l'a vu dans les années 20, dans les années 30, et maintenant, on le revoit. Regardez si, pour ceux d'entre vous qui s'en souviennent, il y avait un humoriste français, Jean-Yann, qui avait fait Les Chinois à Paris. Hein. Et alors, ils étaient amusés parce qu'on voyait, je dirais, des tas de Chinois dans Paris. Et alors, il y avait les collabos qui venaient, je dirais, chez eux. Enfin, il avait repris un petit peu tout cela. Mais ça participait, je dirais, de ce que certains voyaient, je dirais, le danger un petit peu par là. Alors, l'Europe ne reste pas inactive. L'Europe a des atouts. L'Europe a pas mal d'accords. Il y a encore un enjeu important, c'est un accord sur les investissements. Pour favoriser les investissements chinois en Europe et européens en Chine. On en est déjà au 13e round de négociation. Ça me fait penser un petit peu à l'opéra, où vous avez, je dirais, le chanteur qui vous annonce pendant 1 heure « je pars », et vous avez très belle musique autour de cela. Eh bien, vous avez, je dirais, avec l'accord sur les investissements, un petit peu le point, parce qu'il y a toujours pas mal, je dirais, de choses à voir. Les Chinois, eux, préférant un cadre général sans rentrer trop dans les détails, les Européens voulant rentrer dans les détails. Et donc, c'est ça qui pose certains problèmes, d'autant plus que cet accord devrait être avalisé par le Parlement européen, et que, à mon avis, ça ne se fera pas avant les élections au Parlement européen, la Commission ne voulant pas prendre le risque d'une rebuffade avant les élections. Et après les élections, ma crainte, et je parle toujours en mon nom personnel, est que les partis populistes et protectionnistes risquent d'avoir beaucoup de monde au Parlement européen, peut-être pas une majorité, mais je dirais en tout cas un solide nombre de représentants. Et donc, à ce moment-là, tout ça peut être totalement remis en question. Et je dirais, à trop mettre de barrières, le risque, je vous dis, c'est le boomerang, parce que c'est très bien de mettre des barrières aux produits chinois. Et il faut être, je dirais, ne pas être naïf non plus, mais à trop mettre de barrières, les Chinois nous en mettront aussi.
hein. Et donc, nous avons quand même aussi pas mal d'exportations, je dirais, sur la Chine. Et donc, ça n'est pas, je pense, une solution que celle-là, que de dire stop. Il y a encore une chose dont vous entendez pas mal parler, c'est la Belt and Road Initiative, donc qui est en fait tirée, je dirais, du thème des routes de la soie. La Chine est en train de développer, je dirais, des routes avec les pays environnants pour, je dirais, des travaux d'infrastructure qui bénéficient notamment au Pakistan et des pays autour, mais vous avez là, alors certains vous disent oui, mais c'est une manière aussi pour la Chine de favoriser encore plus l'exportation. À voir. Nous avons eu le premier train qui est arrivé il y a quelques mois par la voie terrestre de marchandises de Chine à Zeebrugge. Et je dirais le 24 octobre à Liège, il y aura une annonce du premier train venant de Chine qui aboutira à Liège, sans doute via l'Allemagne. Bien, voilà. Donc ça veut dire, bon, alors, je dirais, un train comporte beaucoup moins de containers qu'un bateau. Hein, mais le train le fait en 15 jours, le bateau en 35 jours. Sauf qu'avec, je dirais, le réchauffement climatique, l'Arctique, je dirais, fond, et donc de plus en plus de bateaux vont passer par l'Arctique. Et donc, au lieu de le faire en 35 jours, ils le feront peut-être en 20 jours ou 25 jours à moindre coût. Voilà, c'est la réalité. Je dirais, je ne pose pas un jugement de valeur, je ne dis pas c'est bien, c'est mal, c'est la réalité. Voilà. Donc, à voir. D'autre part, le problème de ce que l'on vit actuellement, je dirais, dans le transport Europe-Chine, c'est que les bateaux et les trains qui viennent de Chine vers l'Europe sont full de marchandises, mais d'Europe vers la Chine sont à moitié vides. Hein. Donc, là aussi, c'est un enjeu, et ça fait partie aussi des discussions que l'on peut avoir. Donc, pour en terminer, je dirais, pour résumer un petit peu, je dirais, soyons réalistes, soyons prudents dans notre approche, je dirais, de la Chine. Ne nous laissons pas aller, je dirais, à la facilité qui serait de dire tous ces Chinois vont nous tuer, arrêtons, renvoyons-les tous chez eux. Non, évidemment, ça ne va pas. Nous avons beaucoup à gagner de part et d'autre, mais je dirais, comme dans un vieux couple, on doit pouvoir se dire parfois les vérités en face, mais pas en jetant l'anathème, pas en disant vous êtes des dégueulasses voilà, et je vous apprendrai ce que c'est. Non, en disant écoutez, nous avons, je dirais, des préoccupations. On l'a vu avec l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne qui accueille de nombreux investissements chinois. L'Allemagne a quand même dit à un moment donné, pour certains domaines plus stratégiques, stop. Parce que nous ne voulons pas voir partir toute notre haute technologie, je dirais, en Chine. Il faut manipuler cela avec prudence aussi parce que, je dirais, ces mesures n'ont pas toujours beaucoup d'effet. Mais on peut, je dirais, et les Chinois le comprennent à ce niveau-là. Nous avons un atout, nous, en Belgique, pour, je dirais, en arriver chez nous. Nous avons quand même quelques entreprises chinoises comme Huawei Télécommunications. Huawei, 200 000 personnes. Hein. Ça s'est créé en 1988. Hein. Et Huawei a, je dirais, un centre, je dirais, de recherche ici en Belgique, a plus de 300 personnes qui travaillent, je dirais, chez nous. Bon, c'est quand même déjà intéressant. Vous avez Volvo. Volvo a été repris par, je dirais, une entreprise chinoise, Geely. Volvo a une très grosse usine à Gand. Alors là aussi, on avait dit, c'est fini, c'est foutu. Ben non. L'entreprise marche, elle marche bien au point qu'ils engagent encore davantage. Hein. Donc, je dirais, là aussi, alors, je ne sais pas vous dire si dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, mais ça, le problème vaut pour, je dirais, des entreprises purement belges ou purement européennes. Voilà. Les banques chinoises commencent à venir en Belgique aussi. Nous en avons 2. Vous avez... je dirais, Alibaba est annoncé à Liège, parce que là aussi, je dirais, vous avez maintenant des conglomérats, mais faramineux, qui, moi, me font peur peut-être. Plus que, je dirais, le gouvernement chinois, c'est des sociétés tentaculaires comme Alibaba, comme le serait Google ou Amazon, hein, qui répondent à des besoins, mais
qui ont un pouvoir énorme avec l'accès aux données personnelles notamment, je dirais, des utilisateurs. Alibaba a annoncé qu'ils ont l'intention d'ouvrir un centre de distribution à l'aéroport de Liège. Bon, c'est quand même pas si mal. Voilà. On n'arrêtera pas, je dirais, les contacts. Alors, autant, je dirais, jouer le jeu, tout en restant nous-mêmes, tout en ayant aussi, je dirais, nos préoccupations dont on peut faire part, je dirais, aux Chinois. Désolé d'avoir été un peu long. Merci beaucoup de votre écoute. Et si vous avez des questions ou un dialogue, je suis à votre disposition. Merci. On va consacrer quelques minutes à des questions pour ceux qui en ont. Alors, j'ai un micro ici. C'est ici qu'on cote. Oui, monsieur. Attendez, j'ai un micro ici. Oui. Attendez, est-ce qu'il y a un bouton? Ah, voilà. Oui. Ça a l'air de... Ça fonctionne? Merci beaucoup pour cette conférence. Est-ce que vous pourriez nous parler des problèmes ou des relations sur la dette, les dettes, la dette chinoise par rapport à celle des États-Unis et par rapport à l'Europe? Oui, alors, je ne vous citerai pas les chiffres parce que je ne les ai pas avec moi. Actuellement, il y a une préoccupation de l'endettement chinois. Je vous avais parlé d'une préoccupation dans les années 80-90 qui était, je dirais, le problème de l'endettement des banques chinoises qui avaient prêté aux entreprises d'État et les entreprises d'État qui, je dirais, ne remboursaient pas parce qu'elles n'étaient pas en état de rembourser. Donc il y avait là, je dirais, un gros problème. On a assaini en partie, je dirais, les banques, mais le gouvernement s'est assez bien endetté, notamment pour de gros travaux d'infrastructure, au moment où la croissance baissait, pour maintenir, je dirais, l'économie. C'est comme ça qu'on a des gros travaux autoroutiers qui ont été faits. Il y a, je dirais, l'équivalent des TGV qui parcourent quand même la Chine. Il y a beaucoup d'aéroports qui ont été construits, etc. Donc tout ça coûte. Avec maintenant la grosse préoccupation du gouvernement chinois, c'est que suite à l'attitude américaine, on craint quelque peu, je dirais, que si les États-Unis ferment le robinet, ferment, je dirais, les portes aux produits chinois, ou en tout cas une grande partie des produits chinois, ça va poser un gros problème parce que ça va provoquer des restructurations dans l'économie. Vous avez déjà une série d'entreprises qui menacent de faire faillite, qui sont plutôt les petites entreprises. Les entreprises d'État seront, je dirais, peut-être même renforcées. On voit actuellement dans le discours du gouvernement chinois que, je dirais, le discours qui visait à favoriser l'entreprise privée, je dirais, est mis un petit peu en retrait. Mais le risque, à ce moment-là, c'est qu'on retrouve une situation où la dette augmente, dette qui est déjà importante. Hein. Alors, vous avez la dette américaine, certes. Alors, ceci dit, la Chine a des réserves financières qui sont non négligeables, mais vous savez comme moi qu'on ne peut pas tenir trop longtemps dans une situation de fermeture. Je pense, mais je suis de nature plutôt optimiste, qu'à un moment donné, il y aura un accord avec les Américains, mais qui va coûter à la Chine. Ceci dit, les Chinois, je dirais, sont souples et pragmatiques. Ça risque peut-être pour les Américains, comme je l'ai dit, finalement de renforcer les grands conglomérats chinois qui seront encore plus actifs, je dirais, à l'étranger. Mais entre-temps, il y aura ce problème, je dirais, de la dette chinoise qui va augmenter. Ça, c'est ce que je m'attends. Pour l'instant, la monnaie chinoise tient le coup. Ça, c'est aussi important. D'autant que, je dirais, dans le plan du gouvernement chinois, on veut, je dirais, faire jouer un rôle plus important à la monnaie chinoise dans l'économie internationale. Ce qui est logique parce que ça correspond au fait que la Chine est la deuxième économie mondiale quand même.
D'où le fait que la Chine a poussé à la création de la banque d'infrastructures et d'investissement, où, je dirais, un certain nombre de pays se sont joints. Pourquoi ? Parce que là, la Chine avait, je dirais, un rôle dirigeant. Alors qu'au FMI, à la Banque mondiale notamment, la Chine n'a que à peu près 5%, je dirais, des droits, alors que les Américains en ont 30, voilà. Et donc, là aussi, je dirais, la Chine s'affirme de plus en plus. Ce qui me paraît être dans la logique des choses correspondant à l'évolution, je dirais, de l'économie. Mais, je dirais, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et donc, effectivement, il y a des préoccupations, je dirais, au niveau dette, notamment. Oui, bon, on parlait des flux financiers, là. On se rend compte quand même que pour faire sortir des capitaux de Chine et les investir, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, c'est très compliqué pour les sociétés de le faire. Et de façon sous-jacente, on se rend compte que c'est le gouvernement chinois qui autorise les investissements des sociétés privées ou publiques chinoises à faire leurs investissements dans le reste du monde. Alors ma question est, est-ce que les investissements qui sont autorisés finalement par le gouvernement chinois ne sont pas orientés justement sur les technologies de pointe et les technologies que les Chinois aimeraient bien s'accaparer et aimeraient bien maîtriser, que ce soit chez eux ou ailleurs? Voilà, oui. Votre avis. Monsieur, vous avez tout compris. Je dirais, le plan 2025, mais il faut vous dire que, je dirais, ça a toujours été un peu un balancier. On ouvre et puis on ralentit. Parce que la Chine est tellement vaste. Il y a quelques années, on a assisté à un exode de capitaux énorme de Chine, notamment parce que toute une série de gens de la classe moyenne qui avaient quelques biens voulaient acheter absolument, je dirais, un bien immobilier à l'étranger. Et c'est comme ça qu'on a vu notamment au Portugal, en Espagne, en Italie, toute une série de, je dirais, de personnes de nationalité chinoise achetant, je dirais là. D'autre part, les entreprises chinoises ont investi parfois un peu n'importe comment. On l'a vu dans le Bordelais avec l'achat de châteaux, je dirais, vinicoles chinois. Et maintenant, d'ailleurs, ils se retirent déjà tout doucement. Donc, je dirais, il y a un peu une reprise en main avec un objectif. Oui, un objectif, c'est d'acquérir plus de haute technologie. Donc, si vous êtes actuellement, si vous êtes une entreprise chinoise qui voulait faire un investissement à l'étranger, et que vous n'avez pas déjà une filiale en Europe, en Amérique du Sud ou autre, qui peut, elle, apporter les capitaux, vous aurez beaucoup de mal. Sauf si vous démontrez au gouvernement chinois que votre entreprise veut acquérir une entreprise de haute technologie ou prendre des participations dans des entreprises de haute technologie ou de biotechnologie, etc., qui seront utiles à la Chine. Mais effectivement, actuellement, on voit, je dirais, un ralentissement. Mais par exemple, Alibaba, pour venir à Liège, il n'y a pas de problème. Pour deux raisons. Un, Alibaba a quantité de filiales à l'étranger, donc l'argent ne viendra pas nécessairement de Chine. Et d'autre part, ça peut être utile, je dirais, pour la Chine d'avoir un centre logistique, je dirais, pour ses produits. Donc voilà. Ici, je dirais, il ne faut pas être naïf, nous, Européens, mais je dis, c'est de bonne guerre, en quelque sorte. Le gouvernement chinois vise aussi, je dirais, à améliorer, je dirais, le niveau de vie de sa population. Voilà. Et donc, on doit le savoir, mais effectivement, ça peut poser des problèmes. On le voit maintenant, j'ai vu un entrefilet aujourd'hui dans le journal qui annonçait que Anbang, qui est quand même, je dirais, le gros assureur chinois, qui est un groupe multiforme, qui, petite parenthèse, était dirigé par, je dirais, le mari de la nièce de Deng Xiaoping, donc c'est, je dirais, top niveau. Ben, ce même mari a aussi été mis en tôle pendant un certain temps. Donc, le groupe Anbang a vacillé quelque peu. Et maintenant, le groupe Anbang, qui avait acheté la banque Nagel Makers et la compagnie d'assurance Fidea ici en Belgique, le groupe Anbang voudrait se retirer. Voilà.
parce que, je dirais, le gouvernement a dit maintenant, arrêtons les investissements un peu n'importe comment. On le voit aussi avec le groupe Hainan Airlines, grosse compagnie aérienne, qui a des vols directs entre Pékin et Bruxelles et Shanghai et Bruxelles. Hainan Airlines est devenu un groupe tentaculaire qui s'appelle maintenant HNA, qui possède des hôtels, qui possède des banques. Ils ont, je dirais, X% dans Deutsche Bank, par exemple, qui ont fait des investissements un peu tous azimuts, mais le groupe Hainan maintenant est vacillant. Bon, alors le gouvernement reprend les choses en main et progressivement, je pense qu'on va voir le groupe Hainan se désengager d'une série d'investissements qu'ils ont pu faire à l'étranger. On l'avait vu aussi, c'était Han Bang, lui, qui avait voulu acheter l'hôtel Waldorf à New York. Bon, prestige, mais ça n'apportait rien, je dirais, à l'entreprise et au pays. Il y a parfois l'hubris des dirigeants, comme dirait M. Collomb avant de prendre sa retraite en France. Voilà, et là, il y a une reprise en main très nette à ce niveau-là. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer au niveau de la hiérarchie des responsabilités entre Pékin et les différentes provinces, parce que les provinces ont quand même tout à fait, un rôle très important à jouer dans le développement économique. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, je dirais, Pékin donne les grandes lignes. Pékin va, je dirais, à ses ministères nationaux. Et puis, les provinces sont chargées de mettre en œuvre. Mais il y a, dans toute l'histoire récente chinoise de ces 30 dernières années, des mouvements de balancier. Il y a des périodes où on donne plus de pouvoir aux provinces, et puis tout d'un coup, on voit que ça dérape, hop, reprise en main, ramener sur le pouvoir central. Et il y a toujours un peu ce mouvement, je dirais, un petit peu de balancier. Actuellement, j'ai l'impression qu'on assiste de nouveau, je dirais, à la reprise en main au niveau du gouvernement central. Et donc, on l'a vu dans une série de gouverneurs de province. Le gouverneur de province en Chine est un homme important qui ont été limogés et remplacés par d'autres, plus proches, je dirais, du gouvernement en place à Pékin et sous la houlette directe du gouvernement central à Pékin. Mais vous avez quand même, je dirais, quand vous rencontrez les dirigeants de ville ou de province ou les dirigeants du parti, parce que le parti a, je dirais, un pouvoir très important, je dirais tout ce qui est autorisation de développer des entreprises et autres, les autorisations sont données localement. Mais il y a toujours l'œil, je dirais, de Pékin. Ceci dit, bon, il faut aussi relativiser. La Chine est tellement vaste. Par exemple, le gouverneur de la province du Xinjiang et le premier secrétaire du parti, ça, ce sont des provinces sensibles. Donc ça, c'est très, très lié au pouvoir central. Shenzhen, c'est, je dirais, plus cool. Il y a plus d'autonomie, je dirais, dans la gestion, je dirais, locale. Jusqu'au jour où il y a un problème. On a vu le maire de Shenzhen, j'ai eu l'occasion de le croiser l'une ou l'autre fois. Maintenant, il a disparu. Disparu au sens où il n'est plus maire. Il est soit en prison, soit, je dirais, chez lui à regarder son aquarium. Voilà. Donc ça, c'est une réalité. Voilà. Il y a des gens comme ça que vous croisez au fait de leur gloire. Je me souviens, et puis arrête, de Bo Xilai. Bo Xilai. Pour moi, c'était le Kennedy chinois. Bel homme, je dirais, parlant parfaitement anglais, très articulé, comme on dit, qui, je dirais, fils de haut dirigeant lui-même, homme de pouvoir, qui a été premier secrétaire du parti à Dalian, grand port de Chine, puis a été nommé premier secrétaire du parti à Chongqing. Chongqing, 30 millions d'habitants, la plus grande agglomération de Chine. Bo Xilai, et voilà, ici je vous livre mon sentiment, c'est pas facile à dire après, vous me direz, mais bon, je ne peux que vous dire ce que j'ai pensé. Quand je l'ai vu, je me suis dit, il va pas se faire des amis dans la haute direction, parce qu'il était trop show-off. Voilà.
Et le dirigeant chinois des années 90-2000 était plutôt effacé dans une direction collégiale. Eh bien, 2012, Bo Xilai, gros scandale, un homme d'affaires britannique est assassiné et Bo Xilai, semble-t-il, a voulu forcer la haute direction chinoise et s'imposer à Pékin. Du coup, je dirais, et il a voulu mettre aux arrêts son numéro 2. Et le numéro 2 à Chongqing est foncé demander la protection de l'ambassade américaine, le consulat américain à Chengdu. Chengdu, qui est la capitale du Sichuan, qui est, je dirais, à 2 heures de train de Chongqing. Donc, c'est comme dans un roman. Bo Xilai a envoyé, je dirais, sa police de Chongqing pour essayer, je dirais, de pénétrer dans le consulat. Le vice-ministre de la Sécurité est parti en avion direct, je dirais, jusqu'à Chengdu, avec, je dirais, une unité d'élite de l'armée pour, je dirais, prendre possession, je dirais, du numéro 2 et le protéger pour le ramener à Pékin, où il a été jugé et il est toujours en vie. Voilà. Entre-temps, alors, je dirais, la main de Pékin s'est abattue sur Bo Xilai, qui avait tout à dire à Chongqing. Bo Xilai a été arrêté. L'épouse de Bo Xilai a été accusée d'avoir fait assassiner l'homme d'affaires anglais, dont on a dit que c'était son ancien amant et qu'ils avaient des affaires financières ensemble. On a accusé du coup Bo Xilai de corruption. Et l'épouse a été condamnée à la peine de mort, commuée en prison à vie. Lui a été condamné à une peine d'emprisonnement. Je pense qu'actuellement, il est aux arrêts chez lui. Et ils avaient un fils qui étudiait aux États-Unis, qui était très show-off, avec beaucoup de moyens financiers. Vous n'entendez plus du tout parler du fils. Et je pense que le deal a été au niveau de la haute direction. Bo Xilai et son épouse ne font plus de vagues. Le fils n'ouvre plus la bouche. Et il peut rester aux États-Unis. On ne l'emmènera pas. Voilà, ça c'est le deal. Mais voilà, ça c'est. Vous avez là de temps en temps comme ça des dérapages et vous vous retrouvez dans un roman d'espionnage. Je dirais, voilà, la suite au prochain numéro. On verra ce qui vient. Voilà. Moi j'avais juste une dernière petite question. C'est que dans l'exposition Chine Carnet de voyage, eh bien, on a abordé l'aspect des relations entre la Belgique et la Chine, bon, qui démarre au XIXe siècle, où la Chine fait appel à la Belgique pour construire un réseau de chemin de fer. Et donc, quelque part, il y a, déjà à cette époque-là, il y a des relations très privilégiées entre la Chine et la Belgique. Et ici, à la fin de la conférence, vous avez parlé qu'actuellement, il y a toujours des entreprises chinoises. Et donc, est-ce que finalement la Belgique au niveau européen a une relation privilégiée avec la Chine par rapport aux autres pays? Alors, je dirais, relation privilégiée, je n'irai pas jusque-là parce que la Chine est réaliste. Et quand on voit l'Allemagne, l'Allemagne est l'Allemagne. Et donc, l'Allemagne, je dirais, attire peut-être davantage. Ceci dit, la Chine n'oublie pas l'histoire. La Belgique a, je dirais, d'excellentes relations avec la Chine. L'histoire revient régulièrement. On nous parle des tramways de Tianjin, on nous parle des chemins de fer, on nous parle de Belges qui ont eu un rôle important, je dirais, en Chine au XIXe siècle. Il se fait que, bon, au XIXe siècle, nous étions aussi une grosse puissance industrielle que nous ne sommes plus. Nous avons des tas d'autres atouts, mais je dirais, nous ne sommes plus le partenaire numéro 1, si je puis dire, de la Chine, pour autant qu'on l'ait été. Je pense que, je dirais, la Belgique a des atouts. La Belgique, je dirais, est bien vue. On apprécie aussi nos produits. La Belgique a, je dirais, une faiblesse, mais ça, c'est aussi mon opinion personnelle, c'est la régionalisation du commerce extérieur, pour ce qui est hors Union européenne. Je pense personnellement qu'on aurait été plus fort avec une entité fédérale pour tout ce qui est hors Union européenne, parce que l'entreprise chinoise qui vient voir notre ambassade à Pékin ou notre consulat à Shanghai, qui vient se renseigner sur les possibilités d'investissement, on lui dit « Attendez, allez, qu'est-ce que vous voulez? Bruxelles, Wallonie ou Flandre ?»
Lui, c'est déjà même pas très bien ce qu'est la Belgique. Et donc, ça peut décourager quelque peu. Hein. Ceci dit, ceux qui ont fait l'effort et qui sont ici en Belgique, je crois, ne s'en plaignent pas. Merci. Plus de questions, remarques? D'accord. Oui, professeur, dans un siècle, qu'est-ce sera la... Ah, monsieur. Dans un siècle, d'abord, est-ce que la Terre existera encore? Ce sera une autre chose. Ceci dit, c'était Alain Perfit qui avait dit avec son bouquin dans les années 60, citant Napoléon, quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. La Chine est éveillée et s'éveille de plus en plus. Est-ce que pour autant le monde tremble? Je n'en suis pas convaincu. Je pense que, alors, si on continue avec l'évolution que la Chine connaît, la Chine sera la première économie mondiale, mais bon, c'est aussi 1,3 milliard d'habitants, c'est donc plus que pas mal d'autres pays. Ceci dit, il y a toujours en histoire des dérapages possibles. Hein, mais si les choses continuent comme elles sont, notre siècle qui vient sera le siècle de l'Asie. Vous avez la Chine, vous avez l'Inde qui monte en puissance, vous avez d'autres pays asiatiques. Je pense que, je dirais, les États-Unis, s'ils continuent dans leur repli sur eux, joueront un rôle moins important et que ce rôle sera pris progressivement plus par un pays, notamment comme la Chine, qui a peut-être cet avantage sur l'Inde d'être, je dirais, géré plus strictement. Voilà. Impression. D'autres questions? Merci beaucoup pour cette conférence. Alors juste avant que tout le monde ne se lève, n'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore visité, à aller au Mondaneum voir l'exposition donc Chine Carnet de Voyage, qui est là jusqu'au 6 janvier. Et alors la seconde conférence aura lieu le 6 novembre, donc dans cet auditoire-ci à 18h. Et ça portera sur une toute autre thématique, donc, puisque ce sera sur l'art contemporain chinois. Et ce sera donné par la directrice du TAMAT, donc le Centre de la tapisserie et des arts du tissu de Tournai. Voilà. Bonne soirée à tous. Voilà.